Le président Trump a lâché cette bombe vers minuit heure de la côte Est. Il a déclaré qu'un millier de missiles étaient prêts à être lancés, pointés sur la République islamique d'Iran, et que des milliers d'autres suivraient immédiatement si le gouvernement iranien mettait à exécution sa menace, largement relayée à travers le monde, d'assassiner ou de tenter d'assassiner le président en exercice des États-Unis, en l'occurrence, moi. Les ordres ont déjà été donnés, et l'armée américaine est prête, disposée et capable, pour une période d'1 an renouvelable, de raser et de détruire complètement toutes les zones de l'Iran. Loué soit Allah. Mais comment une situation aussi absurde a-t-elle pu se produire? Alors, vous avez peut-être vu hier qu'il y avait pas mal d'infos qui circulaient sur Axios et ailleurs, disant que les services de renseignement israéliens avaient transmis une menace sérieuse contre la vie du président, une possible tentative d'assassinat venant d'Iran. Au début, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que, d'après les articles, tout semblait aller dans ce sens. Mais le rapport et la déclaration n'avaient pas encore été validés ni confirmés par le renseignement américain. Et là, tout de suite, mon radar à soupçon s'est allumé. Parce qu'on sait bien maintenant que le camp israélien a souvent transmis des informations à Donald Trump pour lui faire croire toutes sortes de choses. Par exemple, « Allez, faisons la guerre à l'Iran, ça réglera tous nos problèmes. » Et même, tiens, encore mieux, assassinons Ali Khamenei, le guide suprême iranien, et ce sera comme au Venezuela. Vous avez pris Maduro et vous l'avez mis en prison à New York. Mais là, c'est encore mieux. Vous pouvez carrément le tuer ici, et tout cet édifice s'effondrera, parce qu'ils sont plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été depuis 47 ans. Souvenez-vous de toutes ces choses qui circulaient à l'époque. Il n'y a jamais eu la moindre vérité là-dedans. Jamais. Ils ont connu bien d'autres périodes difficiles dans leur histoire. Les manifestations qui avaient lieu en janvier étaient plutôt limitées, jusqu'à ce qu'on essaie de les amplifier sérieusement, en déclarant publiquement, selon notre secrétaire au Trésor, Scott Bessent, et aussi certaines sources israéliennes, qu'on avait littéralement fait s'effondrer leur économie, leur rial, leur monnaie, pour la détruire, provoquer une hyperinflation et faire en sorte que leur argent ne vaille plus rien. Et puis on envoyait aussi des armes. Vous vous souvenez de ça? On déplaçait peut-être même certains Kurdes. Au moins, on a essayé, depuis le nord-est, de les déplacer là-bas pour provoquer toute cette déstabilisation, d'essayer de faire passer des armes aux manifestants. Apparemment, certains y sont parvenus. Tout ça avait été présenté au président Trump comme un plan qui allait fonctionner. Eh bien, ça n'a pas marché. Ils n'étaient pas aussi faibles qu'on le pensait et ils l'ont prouvé de manière très claire. Ils ont géré la situation et ils n'ont jamais été aussi faibles. Mais c'est ce qu'on leur avait dit. Alors, maintenant, quand on voit les Israéliens, du moins d'après les informations, essayer de convaincre Trump qui tente de l'assassiner, ils savent très bien que ça va le mettre en colère, que ça va le pousser à réagir et que ça rendra plus probable un retour à des opérations militaires. Donc rien qu'en voyant ce qui a été rapporté du côté israélien, j'étais vraiment méfiant. Mais comme je l'ai écrit hier sur les réseaux sociaux, j'ai dit, écoutez, vous n'avez pas besoin des renseignements israéliens. Il suffisait de savoir lire. Pendant toute la procession des funérailles d'Ali Khamenei, qui ont enfin eu lieu, l'endroit était rempli de drapeaux rouges. Il y avait des bannières, des pancartes brandies par la foule, avec des messages comme « Ciblez Trump »,« Vengez-vous » et d'autres du même genre. Il suffisait d'allumer la télé pour voir que le peuple iranien était hors de lui. Ils étaient furieux et ils réclamaient vengeance et pas besoin d'aller chercher plus loin que leur propre publication. Par exemple, dans une dépêche de l'agence Fars News, il citait une ancienne déclaration de Saïd Ali Khamenei, faite de son vivant, où il disait qu'un responsable qui dort sans penser à venger le dirigeant martyr devrait douter de sa propre conscience.
Alors ça, c'était hier soir, d'après l'agence de presse Farce. Mais ce matin, on a découvert ce qui pourrait expliquer la colère du président Trump aujourd'hui. Mustafa Hamidi promet de se venger. Mustafa Hamidi, le fils, le nouveau guide suprême, jure de venger la mort de son père. Écoutez, je vais vous montrer dans un instant certaines des choses qu'il a dites. Mais avant ça, il faut qu'on s'arrête un moment et qu'on se pose la question. Pourquoi en est-on là? Pourquoi sommes-nous dans une situation où des millions de personnes, dans un autre pays, défilent avec des banderoles appelant à tuer le dirigeant de notre pays, à le viser personnellement? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Écoutez, j'en ai parlé souvent dans d'autres contextes, mais franchement, ça n'a jamais été aussi frappant qu'aujourd'hui. On prend tellement de décisions en pensant qu'il n'y aura pas de réaction en face. On se dit qu'on peut faire ce qu'on veut et que l'autre camp, tout ce qu'il peut faire, c'est encaisser. Si on les bombarde, ils doivent se cacher. Si on les menace, ils doivent se plier à nos exigences. Et voilà, point final, comme s'il n'y avait pas d'autre option. Mais ça n'a jamais été vrai. Bon, c'est vrai que pendant des décennies, après 1993, surtout après la chute de l'Union soviétique, c'était un peu le cas. La Chine restait une puissance encore relativement faible, et le Moyen-Orient était ce qu'il était. À cette époque, tout le monde était soumis à la puissance américaine. On dirigeait d'une main de fer un peu partout, on imposait nos exigences, et ainsi de suite. Et quand les gens ne faisaient pas ce qu'on voulait, on les punissait. S'ils ne cédaient pas à nos menaces, on passait à l'action jusqu'à ce qu'ils obéissent. Très souvent, au bout du compte, ils finissaient par plier et s'exécutaient. On a pris l'habitude d'agir comme ça. Et pendant longtemps, ça a fonctionné. Mais tout ça a aussi semé des graines de colère, de résistance contre nous. Ça a poussé beaucoup de gens à chercher des moyens de nous contrecarrer, de bloquer nos plans, de travailler contre nous, de trouver des façons d'agir contre l'Amérique, parce que tout cela s'accumulait peu à peu. Et puis, on en arrive à ce moment où on assassine le dirigeant de l'Iran, simplement parce que ça semble convenir à Trump. Il l'a fait en 2020. Il a fait tuer leur général en chef. Pour lui, ça paraissait une bonne idée. On disait que c'était populaire auprès de beaucoup de gens. Alors il s'est dit, oui d'accord, on va juste éliminer ce type. Et on a ajouté qu'il y avait toutes sortes de justifications pour le faire. On peut dire, oui, c'était justifié parce qu'il avait fait certaines choses. Il avait du sang américain sur les mains, et de toute évidence, c'est vrai. Il avait aidé les milices chiites irakiennes pendant notre guerre en Irak, à partir de 2003. Et, d'après tous les témoignages, il avait bien fourni des armes létales qui ont fini par tuer des Américains. Alors, on devrait s'arrêter là et se demander, est-ce que vous voulez vraiment appliquer une peine de mort à un type d'un autre pays qui a soutenu un groupe allié contre les États-Unis dans une guerre où nous étions engagés? Vous voulez vraiment aller jusque-là? Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous le comprenez avant même de le dire à voix haute, mais je vais le dire quand même. Parce que, selon cette logique, selon cette justification, des généraux américains qui ont aidé l'Ukraine, qui souvent ont été sur place pour les aider à préparer leur plan de bataille, à s'entraîner pour aller tuer des Russes. Selon cette même définition, celle qu'on a utilisée pour tuer Soleimani, d'autres pourraient s'en servir pour dire « tuons des Américains ». Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, je suis contre ça, et ça me bouleverse de le voir. Mais ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que si on ne veut pas avoir de morale, si on refuse de ne pas tuer simplement parce qu'on en a le pouvoir, et qu'on ne s'en abstient pas, parce que ce n'est ni conforme aux lois de la guerre, ni une manière efficace de mener même un conflit, encore moins une compétition entre États. Alors,
Quand on agit comme ça, il y aura forcément une réponse un jour. Et tôt ou tard, quelqu'un finira par nous faire ce que nous leur faisons. Parce qu'à un moment, l'équilibre des forces passera d'une situation où nous étions tout en haut à quelque chose de différent. Ce basculement a déjà commencé. Et maintenant que les gens n'ont plus peur de nous, qu'ils n'ont plus peur de la réaction, ni de la riposte, eh bien, nous en sommes là. Le président Trump a peur pour sa vie, et il ressent vraiment cette peur. Vous avez vu tous ces panneaux dehors, c'est une chose. Vous avez vu l'agence Farce News, c'en est une autre. Mais regardons ce que l'homme lui-même dit. Voyons si je peux retrouver le bon message ici. Voilà, donc ça vient de, je vais lire à partir du bas, parce qu'il s'agit d'une série de publications sur X, provenant du compte de Mojtaba Khamenei, l'actuel guide suprême, et le fils du guide suprême assassiné, dont, d'ailleurs, l'un des enfants a été tué dans cette attaque. Vous comprenez ça? Je crois que sa femme aussi était concernée, si je ne me trompe pas. Mais je sais que sa fille l'était, ainsi que d'autres membres de sa famille, en plus évidemment de son père, qui a été tué lors de notre assassinat. Donc, on peut facilement imaginer qu'il n'est pas très content. Maintenant, il va faire référence à quelques éléments dans ce passage. Je veux juste vous prévenir de ce que ça veut dire. Il va parler du prophète. Du prophète Hussein, qui vient de l'islam chiite originel. Et pour situer un peu, vers l'an 632, il y a eu une scission après la mort du prophète Mahomet, quand il cherchait à savoir qui allait lui succéder. Et puis, en 632, il y a eu cette question de savoir qui devait être le prochain prophète. Est-ce que ce devait être quelqu'un issu de sa lignée, ou bien quelqu'un choisi par la communauté, etc. C'était une grande rupture, une vraie division. Et pendant plusieurs années, c'était un peu comme s'ils avaient deux papes en même temps. Il y avait deux dirigeants différents de la foi islamique. Et tout cela a culminé en 680, quand Hussein a voulu prendre, je crois, la place d'un des dirigeants qui venait de mourir. Il a dit « Je vais prendre la place qui me revient », parce qu'il était le petit-fils du prophète Mahomet. Il a déclaré « Je vais prendre le pouvoir ». Et on lui a répondu « Non, en fait, tu ne vas pas le faire. Nous, on va descendre par ici. » Et là, une force beaucoup plus nombreuse a encerclé le petit groupe de partisans de Hussein. On leur a dit « Rendez-vous ou mourrez ». Et ils ont répondu « Non, on ne se rendra pas ». Alors ils ont été tués, tous, environ 70 personnes, y compris Hussein. Et cet événement a scellé la division entre l'islam chiite et l'islam sunnite, une division qui perdure encore aujourd'hui. Et bien sûr, ça a été un moment important, parce que beaucoup de guerres ont éclaté dans les années qui ont suivi entre ces deux camps, et on en voit encore ressurgir de temps en temps. Donc voilà de qui on parle. C'est aussi à ce moment-là qu'a commencé toute cette idée, qu'Alistair Crooke a d'ailleurs expliqué en détail dans notre émission, cette idée d'une mentalité de souffrance. Et c'est exactement ce qu'ils disent, c'est tout le concept. Les chiites, chaque année, ont, je crois, une cérémonie où ils évoquent cette souffrance. C'est profondément ancré en eux. C'en est le symbole même. Alors, laissez-moi vous montrer ce qu'il a dit. On va commencer ici, en bas. Notre nation cherche à venger le sang de Hussein. Et là, le sigle PBUH, au passage, veut dire « paix sur lui ». C'est quelque chose qu'ils utilisent dans leurs discussions. Depuis des années, la nation iranienne a sacrifié ses enfants sur le chemin de Hussein, en combattant les ennemis de Hussein et les ennemis de la voie de Hussein. Et aujourd'hui, elle cherche à venger son sang. Je le répète, aujourd'hui, elle cherche à venger son sang, et le sang de ceux qui, à notre époque, sont comme Hussein. À notre dirigeant martyr, il précise, « Ô chef injustement tué, ô serviteur juste de Dieu, nous faisons le serment de préserver ton héritage, de suivre avec constance le droit chemin que tu as tracé, de ne craindre aucune épreuve sur cette route et d'attacher nos cœurs aux promesses divines comme tu l'as fait. »
Nous faisons le serment, et là, on devient encore plus précis. Nous faisons le serment de venger votre sang pur, ainsi que le sang de tous les martyrs de ces deux guerres récentes. Donc c'est très clair ce qu'ils affirment. Ils parlent précisément des deux guerres que le président Trump a déclenchées. Ils parlent du sang du guide suprême assassiné et de toutes les personnes tuées pendant ces guerres. Cette vengeance, c'est ce que c'est ce que notre nation réclame, et elle doit absolument être accomplie. Et il conclut en disant que les criminels, les meurtriers infâmes du dirigeant martyr, dont les noms sont parfaitement connus, du plus haut au plus bas rang, emporteront leurs rêves de mort dans leur lit jusqu'à leur tombe. Ça montre à quel point c'est sérieux. Et le fait que ce soit publié officiellement par le nouveau guide suprême, ça en dit long. On comprend un peu mieux pourquoi le président Trump est vraiment en colère à ce sujet. Mais voilà, à mon avis, ça va probablement rester une aspiration, simplement parce que, du côté iranien, il y a beaucoup de colère et de fougue, comme l'a dit John Mearsheimer hier dans l'émission, et clairement beaucoup de rage aussi, comme nous l'a rapporté Suleyman Ahmed depuis le terrain. Patrick Henningsen, qui était lui aussi sur place à un moment, a dit la même chose. Mais en même temps, ce sont des gens très calculés. Et historiquement, ils sont aussi très patients. Et s'ils essayaient d'agir là-dessus, s'ils tentaient même de le faire maintenant, alors le président Trump, dans sa réaction, sa riposte, déclencherait sans aucun doute un véritable enfer contre eux. Et ils savent très bien que ça ne leur serait pas favorable. Mais je pense aussi que le président Trump devra toujours regarder derrière lui pour le reste de sa vie. Et s'il décide de faire quelque chose, ils attendront probablement qu'il ne soit plus en fonction. Parce qu'en ce moment, si quelque chose se passe et que ça échoue, il a l'autorité de commandement et il peut simplement donner des ordres. Maintenant, revenons à son commentaire, parce qu'il est vraiment important. Il a dit que des ordres avaient été donnés. C'est le président Trump et l'armée américaine est prête, disposée et capable, pour une période d'1 an, renouvelable, de complètement anéantir et détruire toutes les zones de l'Iran. Bon, soyons clairs, une fois qu'il est décédé, il n'a plus d'autorité de commandement. Dans ce cas, cela passerait donc au vice-président, puis au président J.D. Vance, et c'est lui qui devrait donner ses ordres si cela devait se produire. Mais on ne peut pas donner d'ordre qui engage un futur gouvernement ou une future armée à suivre une ligne d'action. Peut-être qu'il le ferait, peut-être pas. Mais s'il est au pouvoir et qu'il y a une tentative physique contre sa vie et que c'est attribué au camp iranien, alors là, il a l'autorité de commandement. Il peut le faire. C'est pour cette raison que je pense qu'il est très peu probable que les Iraniens fassent quoi que ce soit. Ils attendraient qu'il ne soit plus au pouvoir, peut-être plusieurs années plus tard, en supposant que le président Trump tienne jusque-là. Sa santé n'est clairement pas très bonne. À ce moment-là, il pourrait agir. Mais au fond, pour le président Trump, maintenant, surtout avec ses déclarations publiques, pas seulement ce que les Israéliens ont pu dire ou non, pas seulement ce qu'on a vu sur ses banderoles, mais ce que le dirigeant iranien lui-même a dit, il a une cible dans le dos, et il devra vivre avec cette menace pour le reste de sa vie. C'est pour ça que je répète sans cesse, ne suivez pas cette voie. N'allez pas commencer à assassiner des gens simplement parce que vous en avez le pouvoir. Parce que maintenant, on en est là. Ça a toujours été contraire à l'éthique insensée et immorale dans le passé de tuer des gens sans même s'en soucier. Oui, bien sûr, on a tué leurs enfants, leurs conjoints, leurs familles. Des missiles ont traversé les fenêtres d'appartements de certains scientifiques, de civils. On a tout simplement assassiné des gens à droite et à gauche sans jamais y penser. Personne ne s'en inquiétait. Personne ne se posait de questions. Eh bien, maintenant, ils commencent à s'en préoccuper.
et c'est uniquement à cause de la voie qu'on a choisie. Si on s'était contenté de mener une guerre classique, en s'attaquant aux forces ennemies, en visant des cibles militaires, et ainsi de suite, pour essayer de gagner une bataille militaire. Ça, c'est quelque chose qui s'est produit tout au long de milliers d'années d'histoire humaine. Et c'est simplement comme ça que les choses fonctionnent. Tout le monde le comprend. Même les peuples qui ont perdu une guerre ne s'en prennent généralement pas aux dirigeants des pays qui les ont vaincus. Leur armée a été battue. Point final. Mais maintenant, à cause de ce que le président Trump a fait, il va devoir vivre avec cette inquiétude pour le reste de sa vie. On verra comment tout ça évolue. On verra ce qui se passe. Mais c'est une situation préoccupante, parce que si quelque chose devait arriver, si l'Iran, sous le coup de l'émotion, ne prend pas le temps d'attendre et tente quelque chose, qu'il réussisse ou non, on ne sait pas du tout ce qui pourrait en découler. Quand le président Trump parle de détruire la nation, on peut se demander s'il pense aux armes nucléaires. Ce serait vraiment grave. Passons à un autre sujet. On va revenir sur sur la guerre en Iran et sur d'autres choses concernant certaines personnes qui nous ont parlé cette semaine. Mais il y a aussi autre chose qui s'est passé. Je crois que c'était dans la nuit, ou peut-être même ce matin. Dmitri Peskov, d'abord, a été interviewé et on lui a posé une question sur la façon dont toute cette guerre a vraiment commencé. Et il a dit, vous savez, c'est intéressant, ce que le président Zelensky avait déclaré quand il est arrivé au pouvoir en 2019. Zelensky est arrivé au pouvoir en promettant à son peuple de mettre fin à la guerre. C'était sa promesse initiale. Et il peut encore y mettre fin en prenant une décision très responsable. Retirer ses troupes du Donbass, des régions qui sont aujourd'hui des régions russes, et reconnaître la situation telle qu'elle est de fait, en la reconnaissant aussi de droit. Et dès le lendemain, la guerre sera terminée. En gros, c'est Dmitri Peskov qui répète les conditions de juin 2024, celles que le président Poutine avait annoncées. En résumé, donnez-nous les 4 régions, retirez-vous, démilitarisation, dénazification, etc. Et on mettra fin à la guerre. Mais là, dans cet extrait précis, il ne parle pas de démilitarisation ni de dénazification. En revanche, il dit bien retrait et que la guerre prendrait alors fin. J'imagine qu'il se pencherait ensuite sur les négociations. Mais bien sûr, le président Zelensky ne l'a pas fait. Et en effet, il est bien entré en conflit. En fait, j'ai contacté quelqu'un qui faisait partie de son administration juste avant le début de cette émission pour lui poser la question « À quoi ça ressemblait en 2019 ? Est-ce que c'est juste une histoire racontée par les Russes ou est-ce qu'il avait vraiment fait campagne sur l'idée de mettre fin au conflit avec la Russie, de mettre fin à cette sorte de guerre civile entre l'Est et l'Ouest du pays ? Et on m'a répondu que oui, c'était vrai. Il voulait vraiment le faire. Zelensky le voulait. Mais selon cette personne, sa façon de penser était trop émotionnelle, pas assez logique ni rationnelle. Et apparemment, au tout début du processus, Zelensky a cherché à rencontrer directement Vladimir Poutine. Mais Poutine, lui, l'a considéré comme inférieur, pas assez important, et a dit en gros, on va lui envoyer un ministre, un tel ou un tel, pour lui parler. On va le faire à un niveau moyen ou moyen haut, mais pas avec lui. Et apparemment, Zelensky n'a pas du tout apprécié, et il a commencé à réagir après ça. On sait aussi qu'il y a beaucoup de choses autour de la brigade Azov et de pas mal de gens très nationalistes en Ukraine. Ils lui ont mis énormément de pression. On vous a même montré certaines vidéos, je crois que c'était en 2019, au début de son mandat, quand certains de ces nationalistes sur le terrain disaient carrément au président du pays ce qui allait se passer. Et on voyait la peur sur son visage.
Et apparemment, elle ne l'a jamais quitté. En fin de compte, tout ça nous a mené à une situation où Zelensky reste émotif, il reste irrationnel, il n'arrive toujours pas à tirer des conclusions logiques et cohérentes. Et son pays en a payé le prix, un prix énorme, colossal, depuis toutes ces années, à partir de 2019, clairement jusqu'en 2021, puis pendant la période de 2022, quand la guerre a commencé. Il avait une occasion de régler ça. Mais il a écouté des gens comme Boris Johnson, entre autres. On a souvent tendance à blâmer Boris Johnson et Joe Biden, qui ont clairement eu de l'influence. Mais au bout du compte, c'est Volodymyr Zelensky qui a pris la décision. Il était le président, il est le président de l'Ukraine, et toute cette responsabilité repose sur ses épaules. Il peut l'écouter ou ne pas l'écouter, c'est sa décision. C'est lui qui décide s'il continue à se battre ou non. Et ça se poursuit encore aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres responsables dans cette histoire. J'ai parlé de Joe Biden, de Boris Johnson, d'anciens dirigeants de leur pays. Eh bien écoutez, je vais vous « quelque chose d'hier. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit « Attendez, non, ça date d'il y a 2 ou 3 ans, venant d'un certain sénateur américain que vous allez voir ici. » Mais non, en fait, c'était bien d'hier. Je suis heureux d'annoncer qu'il y a environ une demi-heure, nous sommes parvenus à un accord avec la Maison-Blanche sur une version du projet de loi sur les sanctions contre la Russie qu'ils vont soutenir. Cela signifie qu'il va devenir loi. Donc, quand je rentrerai à Washington, j'irai avec le sénateur Blumenthal voir les dirigeants républicains et démocrates pour essayer de trouver un moment afin de faire avancer ce paquet de sanctions contre la Russie, qui donnerait au président Trump les moyens d'aider à mettre fin à cette guerre. Alors, si je dis que Volodymyr Zelensky agit sous le coup de l'émotion plutôt que de la logique rationnelle, quel superlatif je peux utiliser pour un sénateur américain qui veut regarder la caméra droit dans les yeux et dire avec conviction « Hey, ce nouveau paquet de sanctions va marcher ». Je veux dire, il y en a déjà eu 20, enfin, je crois 22, de la part de l'Union européenne depuis le début de cette guerre, sans compter toutes celles que nous, on a imposées. Il y en a même eu d'autres, pas très longtemps après. Mais bon, cette fois, même si toutes les précédentes ont échoué, et même si la Russie est devenue pratiquement insensible à nos sanctions, parce qu'ils ont réorganisé leur économie, leur circuit logistique, leur chaîne d'approvisionnement, tout ça, leurs clients aussi, même après avoir tout restructuré à cause des 22 premiers cycles. Mais non, cette fois, ça va marcher et ça va mettre fin à la guerre. Sauf que, à aucun moment dans son petit discours, il n'a expliqué comment ça devait se produire. Et c'est justement la première question que j'aurais posée si j'avais été dans cette salle de presse. En quoi, cette fois-ci, serait différente? Quelles sanctions allez-vous imposer et quelle sera la réaction en Russie? Quelle est la chaîne à partir de votre décision et de votre action? Une fois qu'elle sera appliquée, une fois qu'elle entrera en vigueur, qui va provoquer une réaction en Russie, puis une autre réaction, jusqu'à ce que peut-être la machine de guerre russe s'effondre. Il faut être capable de tracer une ligne claire et directe entre ce dont la Russie a besoin pour mener ses opérations sur le front ou pour faire fonctionner ses forces de missiles à longue portée. Il faut pouvoir montrer comment ces sanctions vont lui retirer ses capacités, les lui enlever complètement. Et ensuite, une fois qu'elle a perdu ça, on peut prolonger cette ligne jusqu'au front et dire à ce moment-là, la machine de guerre russe va manquer d'essence, de carburant, de munitions, de drones, peu importe.
À vous de compléter, monsieur le sénateur. You get to fill in the blank on that one, Mr. Senator. What is it going to be? But he doesn't do that because there is Alors, qu'est-ce que ça va donner? Mais il ne le fait pas, parce que ça n'existe pas. Parce que les Russes, à cause de toutes les vagues de sanctions précédentes, dont certaines, au début, avaient effectivement ce genre de corrélation directe et de dégâts, eh bien, les Russes, comme tout être humain dans l'histoire et même dans la vie de tous les jours, réagissent. Quand on agit, il y a toujours une contre-action. Si on essaye d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose, il va trouver des moyens de contourner. Ça arrive tous les jours. Et ça s'est clairement produit tout au long de cette guerre. C'est ça qui manque ici. Et pourtant, il y est allé. Dans la première partie de la vidéo publiée, on le voit entrer, s'asseoir à nouveau avec Zelensky et lui donner tout cet encouragement. Il ne cesse de le pousser. Non, continue. Fais comme ça va être formidable. C'est ça, enfin, qui va l'emporter. Si c'était la seule vidéo que je vous montrais, vous comprendriez tout de suite ce qui ne va pas avec cet homme étrange. Il ne mérite pas d'être sénateur des États-Unis. Il n'est pas digne de ce titre. Et c'est clairement nuisible pour les nationalistes américains, parce qu'il ne cesse de vouloir envoyer notre argent à l'Ukraine, encore et encore. Il veut encourager quelqu'un à suivre une voie qui ne peut que mener à l'échec, à plus de morts et de destruction dans le pays qu'on est censé soutenir. Mais il y a encore autre chose, parce qu'il a dit une chose de plus qui, à mon avis, mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain en Ukraine. Ce n'est pas non plus ce qui se passe sur le terrain en Russie. Ce n'est ni d'un côté ni de l'autre de la ligne de front. Ce n'est même pas à Moscou. Ce n'est même pas à Washington, D.C. Non. En fait, tout se joue à Pékin. Le chemin pour mettre fin à cette guerre, le chemin vers la paix, passe aujourd'hui davantage par Pékin que par Washington, Kiev ou Moscou. La Chine a une influence considérable. J'aimerais qu'elle utilise cette influence pour le bien du monde. Je n'ai jamais été aussi optimiste qu'en ce moment. Je pense que nous avons la formule pour mettre fin à cette guerre. Aider l'Ukraine à être plus redoutable sur le plan militaire. Faire comprendre à ceux qui soutiennent la Russie qu'il y aura un prix à payer s'ils continuent. Et chercher une voie de sortie, non pas pour humilier Poutine, mais pour mettre fin à cette guerre, afin que l'Ukraine puisse prospérer et survivre. L'Ukraine va prospérer et survivre. Il n'a jamais été aussi optimiste. Mais franchement, quel genre d'esprit tordu faut-il avoir pour prononcer ces mots après 4 ans et demi de guerre, alors que selon certaines estimations, jusqu'à 2 millions d'hommes ukrainiens ont été tués ou blessés. Quel que soit le chiffre réel, évidemment, les Russes avancent un nombre, les Ukrainiens un autre. Moi, je n'en sais rien. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il suffit de voir le nombre impressionnant de cimetières ukrainiens. Vous les avez vus, ces champs entiers de tombes partout dans le pays. Alors, quel que soit le vrai chiffre, allez compter les drapeaux, comptez les pierres tombales. C'est un nombre énorme, vraiment énorme. Et on vous l'a montré encore hier. Il y a eu une émeute à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, oui, dans l'ouest du pays. Et Gary montre tout le temps ces scènes où des gens se font frapper, traîner, jeter dans des fourgons et emmenés par ceux qu'on appelle les recruteurs. En réalité, la police de mobilisation. Et maintenant, ça dégénère complètement en émeute. On voit des centaines de personnes, littéralement d'après les vidéos, plus d'une centaine, qui se révoltent, qui s'en prennent violemment aux camions. Oui, c'est bien celle-là. On voit cette foule immense. Ces gens en ont assez d'être envoyés presque à coup sûr à la mort sur la ligne de front. Ils n'ont plus assez d'hommes. Et malgré tout ça, on voudrait dire en regardant ces images, je n'ai jamais été aussi optimiste quant à une issue positive. Franchement, il n'y a absolument aucun fondement pour dire ça. C'est une honte. C'est terrible ce qu'on fait au peuple ukrainien, de les avoir mis dans une telle situation.
that we put them in this situation here. I think that Volodymyr Zelensky has. Je pense que Volodymyr Zelensky, s'il n'a pas complètement perdu la tête, a été tellement abîmé psychologiquement par toute la pression qu'il subit depuis le début qu'il n'arrive plus à raisonner clairement. Donc, il ne le fera pas. Il ne va pas saisir la sortie de crise, même si on lui en a proposé plein. Il est maintenant totalement engagé. Il ira jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, ou jusqu'à ce que la guerre soit gagnée et que la Russie entre dans Kiev. Je n'en sais rien. Même si ça prend des années, il ne peut plus prendre une décision rationnelle. Et puis, il y a des gens comme Lindsey Graham, le sénateur Blumenthal, il en parle dans ce discours, le président Trump, Marco Rubio. Tous ces hommes, ensemble, participent à ce que vous venez de voir à l'écran. La mort de l'Ukraine. Nous participons à la mort de l'Ukraine en tant que peuple, en tant que pays, à la destruction de ces villes, de tout ça. Vous pouvez en rejeter la faute sur la Russie. Très bien. Ce sont eux qui mènent réellement ces opérations. Mais quand on menace un pays, encore et encore, en rapprochant des lignes militaires de sa frontière, et qu'on lui dit ensuite, peu importe s'il y a la guerre ou pas, on va le faire. Eh bien, quand ça finit par arriver, on passe 4 ans et demi à fournir toutes les munitions, tout le renseignement, toutes les données de ciblage, et maintenant des missiles à plus longue portée, avec encore plus de capacité. Forcément, ils vont continuer à se battre. Ils ne sont pas différents de nous. Et si la situation était inversée, je vous garantis que si j'étais président des États-Unis et que je me retrouvais de l'autre côté, face à une coalition de 50 pays ligués contre moi, utilisant l'un d'eux comme un instrument pour m'affaiblir, je ferai tout ce que je peux pour gagner cette guerre. Et tant que ça continue, moi je proposerais des issues de secours. Et s'ils les acceptaient, alors la guerre prendrait fin. Mais s'ils ne le font pas, je continuerai, parce que c'est dans la nature humaine. C'est ce que nous ferions. C'est ce que font les Russes. Donc, faire à la Russie ce que nous ne tolérerions jamais qu'on nous fasse, et s'attendre à un résultat différent, c'est presque de la folie. Et qui paie la facture au fond? À mon avis, c'est Lindsey Graham. Ce ne sont pas ses électeurs. Ce n'est pas sa famille. Lui, il gagne de l'argent. Ses entreprises s'en sortent mieux. Les sociétés qu'il soutient font des bénéfices. Beaucoup de ceux qui financent ces campagnes en profitent aussi, parce que tous ces contrats qui se signent, le dernier en date que le président Trump vient d'autoriser, un intercepteur de missiles PAC-3. Il a dit, oui, vous pouvez commencer à faire ça. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, ça prendrait plusieurs années, peut-être jusqu'à 5 ans, avant que ça se concrétise vraiment. Mais bon, apparemment, ça n'a pas d'importance. Tant que la guerre continue et qu'il y a de l'argent en jeu, beaucoup de gens seront contents de cette situation, sauf le peuple ukrainien, comme vous le voyez à l'écran, parce que eux, ils vont juste mourir. Ils vont continuer à mourir, de plus en plus nombreux, et ça va durer indéfiniment, jusqu'à ce que la guerre se termine, ou qu'un peu de raison revienne de notre côté. Voilà où on en est. Et il faut le dire clairement, ce qu'on fait, c'est permettre le massacre d'un pays qu'on prétend vouloir aider. Voilà la réalité. Ils ne veulent pas être la dernière personne à mourir pour une cause perdue. Cet état d'esprit, il s'installe vraiment. Et je pense qu'il ne fait aucun doute qu'il y a ici une énorme campagne de propagande qui cherche à contrer l'idée que l'Ukraine va perdre cette guerre. Mais, à mon avis, de plus en plus d'Ukrainiens comprennent que ce n'est pas le cas, que c'est une guerre perdue. Et si c'est une guerre perdue, et que vous êtes un citoyen ukrainien ordinaire, âgé de 21 ou 25 ans, et qu'on vient vous chercher pour vous mettre en uniforme et vous envoyer au front, vous n'aurez pas envie d'y aller. C'est une situation très différente de celle de l'offensive du 4 juin 2023 contre les Russes, quand les Ukrainiens étaient pleins d'énergie, persuadés qu'ils allaient percer les lignes russes et atteindre la mer d'Azov. À ce moment-là, on pouvait encore trouver des volontaires.
Mais si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est comparable à ce qui s'est produit au Vietnam en 1969 et surtout en 70, 71. Nous avions alors d'énormes problèmes avec nos soldats. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous. Somebody you care about.